Il était méprisé pour avoir l'air faible, mais il choque tout le monde lorsqu'il réalise qu'il est en réalité le plus puissant maître d'épée du pays. L'histoire commence alors que nous rencontrons un épéiste d'âge moyen nommé Barl. Mais son père s'approche de lui et mentionne qu'il vieillit, et il n'arrive pas à croire que Barl ne lui ait toujours pas donné de petits-enfants. Les élèves de Barl le saluent, et nous apprenons qu'il dirige un dojo dans le pays où il leur enseigne l'art de manier l'épée. Il y a vécu toute sa vie, et a toujours rêvé de devenir un grand épéiste. Mais il pense que ses compétences ne sont rien de spécial. Il sait qu'il a un talent pour l'enseignement, alors il pense être exactement là où il doit être et note qu'il a des élèves qui sont devenus des combattants prospères. Barl dîne avec ses parents et son père demande à sa femme si elle veut aussi que Barl fonde une famille. Elle pense qu'il trouvera une femme tôt ou tard, mais elle s'attend toujours à ce qu'il leur donne des petits-enfants. Soudain, on frappe à la porte et Barl réalise que c'est son ancienne élève, Elucia, qu'il appelle toujours maître. Son père la reconnaît comme la commandante des chevaliers royaux et elle révèle qu'elle est là pour recruter Barl, lui annonçant qu'il a été nommé instructeur spécial. Elle lui montre un ordre royal et lui dit qu'il sera puni s'il ne se rend pas à la capitale, révélant qu'elle a une calèche qui l'attend dehors. Il n'arrive pas à croire qu'ils doivent partir immédiatement. Mais son père lui dit de trouver une femme dans la capitale et lui suggère même d'épouser Elucia, mais Barl pense qu'il est trop vieux pour elle. Il se dirige vers la capitale et Barl réalise qu'Elucia a toujours l'épée qu'il lui a donnée lorsqu'elle a obtenu son diplôme du dojo, mais il pense qu'elle doit trouver une meilleure épée puisqu'elle est maintenant commandante des chevaliers. Elle explique qu'elle est parfaite pour elle, et il réalise qu'elle le reconnaît toujours comme son supérieur, mais il pense qu'il est trop vieux pour être un instructeur spécial. Elle révèle que tout le monde le reconnaît comme le maître épéiste isolé qui a formé les meilleurs chevaliers et aventuriers. Mais il pense qu'elle exagère. Ils atteignent le train de la capitale, et Barl trouve cela incroyable car il n'est pas habitué aux villes. Le lendemain, Alicia annonce que les chevaliers auront un instructeur spécial, et note que Barl est si fort qu'elle n'est pas de taille face à lui. Il se présente à tout le monde, et mentionne qu'il n'est pas confiant dans ses capacités, mais il promet de faire de son mieux pour les aider. Après cela, Elucia dit à Barl qu'il n'a besoin de former les chevaliers que 3 à 4 fois par mois, afin qu'il puisse toujours gérer son dojo tout en travaillant là-bas. Une chevalière nommée Karuni l'aborde soudainement, et il la reconnaît comme l'une de ses élèves. Il se rappelle qu'elle s'est entraînée dans son dojo pendant 2 ans et qu'elle a toujours voulu devenir chevalière. Alors il est heureux qu'elle ait réalisé son rêve. Le soir, Barl rentre chez lui, mais il est surpris de voir son élève Randrid venu rendre visite avec sa famille. Le père de Barl lui dit qu'il n'est plus nécessaire au dojo parce que Randrid va enseigner à ses élèves, lui disant qu'il ne peut pas revenir tant qu'il n'aura pas trouvé une femme. Il réalise que Randrid va abandonner l'aventure pour passer du temps avec sa famille au village. Barl pense que c'est un grand changement pour lui rappelant qu'il est un aventurier de rang platine, mais il note que c'est l'entraînement de Barl qui l'a amené aussi loin. Le père de Barl pense qu'ils ont de la chance de l'avoir car il connaît leur style d'entraînement. Il peut donc prendre la relève en tant que maître du dojo pendant l'absence de Barl. Le lendemain, Barl retourne à la capitale et dit à Elucia qu'il ne peut pas rentrer chez lui, il a donc besoin d'un endroit où séjourner. Il mentionne que la taverne qu'elle a réservée pour lui est trop chère. Alors, elle lui propose de rester chez elle, mais il note qu'il ne peut pas faire cela. Elle l'invite à déjeuner ensemble, mais une femme nommée Landre l'insulte soudainement pour avoir marché dans la ville avec un homme. Il pense qu'il l'a fait mal paraître, alors il se couvre le visage et elle dit à Landre de s'occuper de ses affaires. Mais Landre l'examine et il voit une plaque autour de son cou. Il réalise alors qu'elle est une aventurière de rang noir. Mais elle le reconnaît immédiatement comme son maître et lui demande s'il se souvient encore d'elle, lui rappelant qu'il l'a recueillie et lui a appris à manier l'épée. Il réalise qu'elle est la fille qu'il a sauvée il y a 20 ans. Elle voulait lui parler de son succès, mais n'en a jamais eu l'occasion. Il est heureux de voir qu'elle va bien, mais elle se demande pourquoi il est avec Elucia. Cette dernière explique qu'elle l'aide à trouver un logement. Landre, une courtière, propose de les aider, notant qu'Elucia ne connaît même pas les auberges de la ville. Elles aident Barl à trouver un endroit où séjourner, et il les remercie, leur conseillant d'être gentilles entre elles. Il réalise qu'il est trop vieux pour apprécier un changement soudain, mais il est heureux que ses anciens élèves soient là pour s'occuper de lui. Le lendemain, Alucia annonce que Barl va commencer à entraîner les chevaliers. Andlets, le vice-commandant, doute de ses capacités et le défie en duel. Barl pense qu'il va perdre, mais en bloquant les attaques prévisibles de Andlets, il parvient à gagner. Les chevaliers sont choqués et Andlets admet sa défaite, reconnaissant la force de Barl. La nuit, Barl boit avec les chevaliers et Andlets s'excuse d'avoir douté de lui. Barl lui explique comment il a contré son coup ultime en synchronisant ses mouvements. Plus tard, Barl conseille ses élèves, qui l'écoutent attentivement, réalisant qu'ils respectent ses conseils. Alucia se souvient de son passé avec Barl, de ses débuts difficiles dans son dojo, de ses progrès grâce à ses enseignements et de sa décision de rejoindre l'ordre des chevaliers pour prouver la grandeur de son maître. Après 10 ans, elle est devenue commandante mais elle veut que tout le monde reconnaisse les talents de Barl, alors elle en fait leur instructeur spécial. En se promenant, Barl croise une ancienne élève, Facel, qui le reconnaît grâce à l'épée de départ qu'il lui avait offerte.
Elle a beaucoup changé, mais il se souvient d'elle. Elle lui révèle qu'elle est maintenant une étoile montante de la magie et lui montre les accessoires magiques qu'elle achète. Et Barl est surpris d'apprendre qu'elle est en fait une mage. Il sait que seules quelques personnes peuvent devenir des mages, et il est triste qu'elle ait laissé derrière elle ses jours de maniement de l'épée, mais il est toujours fier d'elle. Un voleur vole soudainement le sac à main d'une femme. Alors Facel sort son épée et l'utilise pour lancer un sort qui lie les jambes de l'homme. Kuruni le capture, et Barl est impressionné par leur travail d'équipe, disant à Facel que sa magie est incroyable. Elle révèle qu'elle utilise son épée pour lancer ses sorts. Ainsi, elle utilise toujours les compétences à l'épée qu'il lui a enseignées, et il n'arrive pas à croire qu'elle puisse utiliser la magie de cette manière. Ce soir-là, Barl se promène en ville. Mais une mage nommée Lucy l'appelle soudainement, et elle révèle qu'elle est la commandante du corps de magie. Il pense qu'elle n'est qu'une petite fille, mais elle lui montre sa magie, alors il réalise qu'elle dit la vérité. Elle révèle que Facel lui a parlé de lui, donc elle sait qu'il est son maître, et elle l'emmène dans une zone dégagée. Elle révèle qu'elle aime la magie, donc elle s'entraîne tous les jours, mais elle mentionne qu'elle veut tester ce qu'elle a appris, et elle l'attaque soudainement. Elle est impressionnée par ses réflexes, car il a esquivé l'explosion, mais elle l'attaque avec ses boules de feu. Il lutte pour les éviter, mais parvient à réduire la distance et se prépare à la frapper. Mais elle se protège avec des flammes, lui disant qu'elle ne le laissera pas s'approcher trop près. Elle continue d'attaquer avec ses boules de feu, et il s'enfuit pour les esquiver, tandis qu'elle lui demande s'il a déjà combattu un mage. Mais il note que c'est la première. Fouet. Réalisant que les mages sont un mauvais match pour lui, elle invoque un énorme bloc de glace pour l'écraser, mais il parvient à le dévier vers elle. Alors, elle le fait exploser avec ses flammes. Il apparaît soudain devant elle, mais elle utilise la foudre pour le repousser et lui dit qu'elle a gardé le meilleur pour la fin. Il essaie d'avancer, mais il panique soudain en réalisant qu'elle est entourée d'une énergie sombre. Il pense qu'il ne survivra pas si son sort le touche, mais elle lui dit d'oublier cela, révélant qu'elle voulait juste voir comment il réagirait. Il se demande ce qui se serait passé si son sort l'avait touché. Alors, elle révèle que cela l'aurait détruit instantanément. Mais elle reconnaît sa force, lui disant qu'elle comprend pourquoi Facel l'admire. Il révèle qu'il s'entraîne depuis des années, mais qu'il ne peut toujours pas vaincre son père. Il pense donc qu'il a encore un long chemin à parcourir. Elle se demande pourquoi il n'est pas en colère car ses attaques auraient pu le tuer, mais cela ne semble pas le déranger. Alors, elle rit de lui disant de passer à l'Institut de magie pendant son temps libre car elle veut se racheter. Le lendemain, Barl rencontre Facel, qui lui montre des potions magiques, et elle lui dit d'en prendre une, expliquant que Lucy veut la lui offrir pour s'excuser de ce qui s'est passé hier. Elle révèle que Lucy utilise la magie pour maintenir son apparence jeune, donc personne ne sait quel âge elle a vraiment, et Facel s'excuse de lui avoir parlé de lui. Il note qu'il a failli mourir en la combattant, donc il ne veut plus affronter un autre mage. Et Facel révèle qu'elle n'est rien comme les autres mages, car sa magie est à un autre niveau. Elle révèle que Lucy utilise la magie pour maintenir son apparence jeune, de sorte que personne ne sait quel âge elle a, et Facel s'excuse de lui avoir parlé de lui. Il note qu'il a failli mourir en la combattant, donc il ne veut pas affronter un autre mage. Et Facel révèle qu'elle n'a rien à voir avec les autres mages, car sa magie est d'un autre niveau. Ensuite, Landre dit à Barl que le maître de la guilde a besoin de son aide pour former de nouveaux aventuriers, lui disant qu'il doit évaluer leurs compétences et les former à gérer les urgences. Nous apprenons qu'il voulait devenir aventurier quand il était jeune. Il a donc essayé de s'attaquer seul à un donjon, mais il est à peine revenu vivant. Il sait donc que les donjons sont dangereux, mais Landre est confiant qu'il peut protéger les nouveaux aventuriers. Il se rend à la guilde des aventuriers, mais Barl se demande ce que Lucy fait là. Landre révèle alors qu'elle connaît bien le maître de la guilde. Le maître de la guilde se présente sous le nom de Nidus et mentionne qu'il fait confiance à Barl parce que Landre et Lucy ont témoigné en sa faveur. Mais son assistant Main note qu'il ne fait pas confiance à Barl car il n'a aucune expérience en tant qu'aventurier. Il suggère de tester ses capacités en le faisant combattre Landre et tout le monde pense que c'est une excellente idée. Nidus demande à Barl si cela lui convient et nous apprenons qu'il ne veut pas le faire, mais il pense qu'il ne peut pas dire non devant eux, alors il décide de jouer le jeu. Barl se prépare à combattre Landre et il pense qu'il n'est pas à la hauteur parce qu'elle est une aventurière de rang noir, mais elle lui fait remarquer qu'elle attendait ce moment. Dans un flashback, nous voyons Landre voyager avec ses parents lorsqu'ils sont soudainement attaqués par une énorme bête. Sa mère la pousse hors de la carriole et lui dit de fuir, mais elle finit par tomber dans une rivière. Barl la sauve et l'emmène chez lui, où il lui demande ce qu'il est arrivé à ses parents, mais elle commence soudainement à crier en se souvenant de l'attaque de la bête. Il lui dit alors de se reposer. Elle commence à vivre avec lui et l'observe s'entraîner. Il lui demande si elle veut essayer, réalisant qu'elle est intéressée. Il lui apprend donc à manier une épée et la fait rejoindre ses autres élèves au dojo. Il note qu'elle est légère sur ses pieds et lui suggère d'utiliser des épées jumelles. Ils finissent par lui trouver un nouveau foyer. Elle remercie Barl pour tout ce qu'il a fait pour elle et ses nouveaux parents l'emmènent. Nous apprenons qu'elle ne voulait pas le quitter, mais qu'elle ne voulait pas être égoïste, sachant tout ce qu'il avait déjà fait pour elle. Elle devient aventurière
et tout le monde est impressionné par la rapidité avec laquelle elle progresse dans les rangs. La caravane qu'elle protège est attaquée par des bandits, mais elle les élimine immédiatement, et nous apprenons qu'elle est devenue aventurière parce qu'elle ne voulait pas que les gens souffrent comme elle. Nous revenons au présent alors, que Landre s'incline devant Barle, ce qui lui fait réaliser qu'elle se souvient toujours de ce qu'il lui a appris. Elle se précipite, mais il bloque ses attaques et réalise qu'elle est incroyablement rapide. Elle est impressionnée de ne pas pouvoir le toucher malgré toute sa puissance, et elle apprécie le combat tandis qu'il se rend compte qu'elle n'a jamais cessé de s'entraîner. Mais il découvre sa faiblesse et lui retire le couteau de sa main gauche avant de la mettre à terre. Tout le monde réalise qu'il a remporté le combat, et elle lui dit qu'il est incroyable. Mais il lui fait remarquer qu'il aurait perdu s'il n'avait pas vu sa faiblesse, lui disant qu'elle n'a toujours pas maîtrisé l'utilisation de sa main gauche. Men s'excuse de l'avoir douté, et Nidus lui demande de s'occuper des nouvelles recrues. Le lendemain, Landre et Barle rencontrent les nouveaux, et Barle réalise qu'ils ont l'air nerveux. L'un d'entre eux, nommé Sorle, mentionne qu'il y a 6 monstres à proximité, et Barle se rend compte qu'il utilise un accessoire magique qui lui permet de détecter les monstres. Ils battent facilement un groupe de gobelins. Barle comprend alors qu'ils sont des combattants capables et qu'ils peuvent vider le donjon sans son aide. Mais il se demande pourquoi il n'y avait que quelques monstres dans le donjon, et le détecteur de Sorle se brise soudainement. Il comprend, alors que quelque chose ne va pas. La nouvelle recrue nommée Pora mentionne qu'il est temps de partir, mais une créature massive l'attaque soudainement. Landre la reconnaît comme une cible spécialement désignée appelée Zeno. Réalisant que c'est la raison pour laquelle il n'y avait que peu de monstres dans le donjon, Barle pense qu'il n'est pas de taille pour l'affronter, et elle révèle qu'elle a apporté des potions avec elle. Il prévoit donc d'utiliser une potion pour sauver Pora pendant qu'elle le combat. Il essaie de lui expliquer son plan, mais elle le comprend mal et emmène Pora au donjon. Il se rend compte qu'elle a inversé les rôles, et Zeno attaque Barel, alors il comprend qu'il doit l'affronter. Il part ses attaques et tente de lui trancher les jambes, mais il réalise qu'il ne peut pas couper à travers ses écailles. Il pense qu'il ne peut pas le vaincre, mais il sait qu'il doit gagner du temps pour que Landra et Porter s'échappent, alors il continue de se battre, et il est attaqué par sa queue. Il parvient à la trancher, ce qui rend Zeno furieux, et il se jette sur lui. Mais il monte sur son dos et il s'envole dans les airs, alors qu'il tente de le secouer. Mais Barle réussit à s'accrocher. Il redescend et utilise ses pouvoirs pour s'entourer de lave. Barle s'échappe vers un terrain plus élevé, mais la lave se répand dans le donjon. On voit la débutante Nidri qui tire port derrière elle, mais elle se rend compte que la lave est déjà au-dessus d'eux. Elle panique, et Barle entend ses cris, comprenant qu'il doit vaincre le Zeno rapidement. Il charge vers lui alors qu'il tente de le frapper avec ses flammes, mais Barle réussit à lui planter son épée dans l'œil. Cependant, Zeno le secoue, et il se rend compte que son épée est cassée. Il pense donc qu'il est en danger. Mais Landre apparaît soudainement au-dessus. Elle plonge et parvient à le tuer. Elle remercie Barle pour son aide, lui disant qu'elle n'aurait pas pu le vaincre sans lui, mais elle remarque que son épée est cassée. Les débutants sortent de la grotte, et il est heureux que tout le monde ait survécu. Ils retournent à la guilde des aventuriers, et Nidus est surpris qu'ils aient pu vaincre le Zeno. Mais Landre fait remarquer qu'il n'aurait pas survécu sans Barle. Nidus le remercie de les avoir sauvés et l'invite à devenir aventurier. Mais il mentionne qu'il n'est pas intéressé. Ensuite, Landre dit à Barle qu'il mérite d'être plus qu'un simple aventurier et s'excuse de lui avoir causé des ennuis, lui disant qu'il a été impliqué parce qu'elle a parlé de sa grandeur à tout le monde. Elle est heureuse d'avoir pu combattre à ses côtés. Mais il lui dit qu'ils ont survécu parce qu'elle a pris les bonnes décisions, lui disant qu'elle a grandi. Kuruni et Alysia emmènent Barle chez un forgeron, et il le reconnaît immédiatement comme son élève Balder, qui était l'élève le plus vieux à avoir jamais rejoint son dojo. Il note que Balder a rejoint la classe parce qu'il voulait savoir ce que c'était que de manier une épée, mais Barle sait qu'il a toujours voulu être forgeron. Il le félicite d'avoir réalisé son rêve. Kuruni lui demande d'affûter son épée, mais il se rend compte qu'elle est en très mauvais état, alors il lui dit qu'elle doit être remplacée. Barle lui demande comment elle se sent lorsqu'elle tient une épée courte, et elle lui dit qu'elle est légère. Il comprend donc que ce n'est pas la bonne arme pour elle, car elle ne peut pas la manier correctement si elle ne sent pas son poids. Il lui suggère d'utiliser une épée à 2 mains, et elle lui dit qu'elle n'est pas si lourde. Il pense donc que c'est parfait pour elle. Elle décide de l'acheter, et Barle commence à chercher une épée qu'il pourrait utiliser. Mais Landra les rejoint soudainement, et dit à Balder de fabriquer une épée à partir de la jambe du Zeno. Mais il se demande pourquoi elle veut qu'il fasse cela, car elle a déjà l'arme parfaite pour elle. Elle révèle alors que l'épée est pour Barel. Il lui rappelle qu'elle a tué le Zeno. Il pense donc qu'elle devrait avoir l'épée, mais elle veut qu'il l'ait puisque son épée a été brisée lors du combat. Balder pense qu'il peut fabriquer l'arme parfaite avec la jambe, mais il précise qu'il a besoin d'1 semaine pour la terminer car il veut y mettre tout son cœur. Plus tard dans la journée, Barle enseigne à Karuni comment manier son épée, lui disant de la balancer avec ses hanches. Elle commence à pratiquer et note que cela la ramène en arrière, car elle avait l'habitude de le faire quand elle était au dojo. Le soir, on voit Barle se promener en ville, lorsqu'une fille nommée Mui tente soudain de lui voler son argent, mais il l'arrête et refuse de la laisser partir, alors elle utilise sa magie pour s'échapper. Elle retourne dans sa planque et leur donne l'argent qu'elle a volé, mais il réalise donc que ça ne vaut pas grand-chose, alors il se demande si elle se laisse aller.
Mais leur chef note qu'elle ne ferait pas ça, car elle doit gagner sa place. Elle se rend compte qu'elle a perdu son collier et Barl le ramasse en pensant qu'il peut l'utiliser pour la retrouver. On voit les chevaliers s'entraîner ensemble pendant que Barl s'entraîne avec Henblitz, qui utilise une feinte avant de tenter de l'attaquer. Mais il réussit tout de même à bloquer l'attaque et il bat Henblitz, lui disant qu'il a progressé car ses attaques sont moins prévisibles. Il mentionne que l'ordre doit améliorer sa puissance de combat, car un groupe de voleurs connu sous le nom de la main sombre du crépuscule commet des crimes dans la capitale. Il note que tout le monde cherche leur repère et Barl lui montre le collier qu'il a trouvé, révélant qu'un voleur l'a laissé tomber après qu'il l'ait arrêté. Il mentionne qu'elle a utilisé un sort de flamme pour s'échapper, mais Kuruni se demande pourquoi elle a essayé de le voler si elle peut utiliser de la magie, car elle pourrait se faire une fortune avec ses talents magiques. Henblitz pense qu'elle a utilisé un accessoire magique qu'elle a volé pour lancer le sort et suggère de déposer le collier à la réception du quartier général, car il s'occupe des objets perdus. Barl décide de suivre son conseil et il se promène dans la ville, mais il voit Mui chercher son collier. Alors, il lui dit qu'il sait où le trouver et elle exige qu'il le lui rende. Il lui demande de se calmer et lui révèle qu'il l'a laissé au quartier général, lui demandant si elle l'a volé. Elle explique que ce n'est pas le cas. Il décide de l'aider à le récupérer, mais lui dit qu'elle devrait arrêter de voler. Il lui montre le collier et promet de le lui rendre après qu'ils aient en parlé. Alucia les rejoint et Barl lui explique la situation, mais note qu'il ne veut pas dénoncer Nui, car il sait qu'elle est une bonne personne au fond. Il lui dit d'arrêter de voler, mais elle refuse. Et Elucia note que le pays s'occupera d'elle, si elle a un talent pour la magie, lui disant qu'elle veut l'aider. Il précise qu'il ne tente pas de la tromper et promet de lui rendre le collier si elle leur parle de sa situation. Alors, elle révèle qu'elle doit payer 5 millions à un mage qui lui a dit qu'il pourrait utiliser sa magie pour ramener sa sœur à la vie. Elle explique qu'elle s'est tournée vers le crime car elle n'a pas autant d'argent et ils savent qu'elle est en train de se faire arnaquer. Alucia s'excuse et Barl se rend compte que Mui a faim, alors il lui donne à manger et lui dit que tout ira bien. Il lui rend son collier et se rend compte qu'elle est heureuse. Mais Elucia revient soudainement avec Lucy, qui lui demande si elle a un talent pour la magie. Lucy mentionne qu'elle a besoin de plus de mages et se présente comme la commandante du noyau magique, mais Mui pense qu'elle ment. Alors, Lucy lui demande de se calmer et de boire son thé, mais elle se rend compte qu'il est devenu froid. Elle utilise donc sa magie pour le réchauffer. Mui se rend compte qu'elle est légitime et Lucy lui dit de rejoindre l'Institut de magie. Mais elle explique qu'elle n'a pas le temps pour ça car elle doit obtenir 5 millions pour ressusciter sa sœur. Lucy lui dit que la magie de résurrection n'existe pas. Mais Mui ne la croit pas car elle a vu le mage ramener le corps de sa sœur à la vie. Mais Lucy lui dit qu'elle ne doit pas lui faire confiance et lui demande son nom, promettant de lui donner 5 millions si elle découvre qu'il dit la vérité. Alors Mui révèle qu'il s'appelle Twilight et Lucy veut le rencontrer, demandant à visiter leur repère. Alucia veut les rejoindre, mais Lucy note qu'elle se fera remarquer puisqu'elle est chevalière et souhaite emmener Barl avec eux à la place. Il pense qu'elle n'a pas besoin de son aide, mais elle sait qu'il veut venir. Alors il note qu'il veut arrêter Twilight car il s'attaque aux enfants. Mui les conduit au repère de Twilight et elle suggère d'utiliser l'entrée secrète car la porte d'entrée est verrouillée. Mais Lucy l'explose et il voit un groupe de voleurs à l'intérieur. L'un d'eux tente de l'arrêter, mais elle l'envoie. Valser, leur disant qu'elle est là pour parler à leur chef. Elle dit à Barl de s'occuper d'eux et elle descend, tandis que les voleurs se demandent s'il les prend de haut parce qu'il utilise une épée en bois. L'un d'eux tente d'attaquer Mui, mais Barl la protège et ils commencent à se battre contre lui, tandis que Lucy rencontre Twilight. Elle sait qu'il ment à Mui et il la reconnaît comme la commandante du noyau magique, mais il n'a pas peur d'elle et il invoque des blocs de glace pour la écraser, mais elle les fait fondre avec ses flammes. Réalisant qu'il dépend des accessoires magiques pour lancer ses sorts, il utilise la télékinésie avec son bracelet et elle se rend compte qu'il l'a utilisé pour tromper Mui en déplaçant le corps de sa sœur. Il invoque une boule de feu pour l'attaquer, mais son énergie noire apparaît soudainement et il est immédiatement renversé. Elle remarque que ses jouets ne valent pas la vraie chose et on voit que Barl a vaincu les voleurs. Lucy revient à l'entrée et révèle que Twilight est toujours en vie, mais il ne peut pas bouger à cause de son sort. Elle menace de le torturer, s'il ne leur dit pas la vérité, et il admet que la magie de résurrection n'existe pas. Ainsi, Mui se rend compte qu'il lui a menti. Lucy part appeler les autorités, et Mui se rend compte que le corps de sa sœur n'est plus là. Ainsi, son collier est la seule chose qui lui reste. Elle se demande ce qu'elle devrait faire ensuite, car elle ne sait pas ce qui va lui arriver, et elle n'est pas sûre de pouvoir encore faire confiance aux adultes. Mais Barl lui dit que tout le monde n'est pas comme Twilight, lui disant qu'il y a des gens bons dans ce monde, et elle croit qu'il en fait partie. Donc elle pense pouvoir lui faire confiance. Le soir venu, on voit les voleurs se préparer à être transportés. Et Lucy remarque que quelqu'un doit contrôler Twilight, car il avait accès à d'innombrables accessoires magiques. La charrette est sur le point de partir, mais on voit un assassin caché dans une ruelle, et il utilise un sort pour tuer Twilight. L'assassin rapporte à son maître, lui disant que le travail a été facile, parce qu'ils ont installé un dispositif magique dans le corps de Twilight. Le maître note qu'ils n'ont plus besoin de lui, et il mentionne qu'il va utiliser les matériaux qu'ils ont acquis pour recréer le miracle de Dieu de ses propres mains. Le lendemain, Elucia annonce à Barl la mort de Twilight, révélant qu'un accessoire magique a été trouvé dans ses restes.
Barl reçoit sa nouvelle épée, et Karuni pense que c'est parfait pour lui disant qu'elle veut voir à quel point elle est tranchante. Et il est impatient de l'essayer. On voit Barl et Karuni se diriger vers la salle d'entraînement lorsqu'ils rencontrent Lucy, qui mentionne qu'elle veut parler à Barl. Elle l'emmène chez elle, où il rencontre un prêtre de l'église de Sven nommé Ibroy. Barl se demande ce qu'il fait là, sachant qu'il vient d'un pays voisin appelé Spendania. Elle note que les accessoires de Twilight ont été fabriqués dans son pays, et il révèle que l'évêque Revius était celui qui les avait donnés à Twilight. Il sait que Twilight a accepté de collecter des corps pour Rhéas en échange, afin qu'il puisse les utiliser pour travailler sur le miracle de Sven. Lucy révèle que l'église se réfère à la magie comme des miracles, et Ibroy note que leur dieu a accompli le plus grand miracle, celui de la résurrection des morts. Mais il précise que ce n'est qu'une légende, et qu'il ne croit pas qu'il soit possible de ramener les morts à la vie. Il pense donc que Revius utilise les corps des morts pour ses recherches. Lucy sait qu'il est actuellement dans la capitale, et note que l'ordre veut l'appeler comme témoin demain, mais elle pense qu'il pourrait fuir pour retourner dans son pays. Elle explique que si les autorités l'arrêtent, cela pourrait se transformer en incident international. Et je note qu'il ne peut rien faire contre un évêque, car il n'est qu'un prêtre. Ils ont besoin de Barl pour capturer Reva, car c'est le seul qui peut se déplacer librement, et il accepte la tâche parce qu'il veut aider Mui à retrouver sa sœur. Alors qu'il se prépare à partir, il est surpris de voir Mui, et elle lui demande ce qu'il fait là. Il révèle alors qu'il a parlé à Lucy, et qu'il est content qu'elle aille bien, mais elle se demande pourquoi tout le monde est si gentil avec elle, car elle pense être une mauvaise personne. Mais il lui dit de ne pas s'inquiéter, de se détendre et de profiter de sa jeunesse, pendant que les adultes s'occupent d'elle. La nuit, nous voyons Rêve se préparer à partir avec ses hommes, tandis que Barl les observe, réalisant qu'il prévoit de s'enfuir. Barl essaie de s'approcher discrètement de lui, mais un chevalier nommé Spur le voit, le reconnaissant comme l'homme qui a vaincu les sbires de Twilight. Il se demande où Reva va, car il a été appelé à témoigner demain. Mais Spur appelle ses hommes et leur donne la permission d'utiliser des miracles. Ainsi, ils prient leur dieu et une étrange lumière entoure leur corps. Alors qu'ils commencent à attaquer Barl, ils réalisent que le miracle booste leurs statistiques et pensent qu'il ne survivra pas à moins de se battre sérieusement. L'un d'eux se précipite en avant, mais Barl esquive son attaque et coupe à travers son armure en réalisant que son épée est extrêmement tranchante. Les chevaliers l'entourent, mais une explosion magique les frappe soudainement, les forçant à se retirer. Facile et Karuni rejoignent le combat, mais ils se demandent ce qu'ils font là. Alors ils révèlent qu'ils passaient simplement par là. Ils battent les chevaliers et l'un d'eux entre en collision avec Barl, mais il s'effondre soudainement. Tandis que Facel note que leur magie a expiré. Elle lui dit de continuer pendant qu'elle et Karuni s'occupent des chevaliers. Il se rend donc à l'église où il voit Revius avec Spur. Reva récite une prière et dit à Barl de vivre le miracle de Sien alors que les corps des morts reviennent à la vie. Il est surpris de voir que l'une d'elles est la sœur de Mui et il l'entoure tandis que l'un d'eux tente de l'attaquer. Alors, il coupe la jambe de l'homme, réalisant qu'il n'a d'autre choix que de les éliminer. Mais l'homme s'accroche à lui et les autres se préparent à le manger. Il coupe donc leur tête, les faisant disparaître. La sœur de Mui est la seule restante, et il met fin à ses souffrances, lui permettant de reposer en paix. Il prend son collier et commence à pleurer, mais Spur utilise soudainement son miracle, pour augmenter ses statistiques, et commence à attaquer Barl, qui a du mal à suivre. Il parvient à lui infliger un coup, et Barl réalise que Spur est le plus fort des épéistes qu'il ait jamais affronté. Mais il veut le punir pour avoir joué avec la vie des autres. Barl se précipite en avant et coupe le bras de Spur, mais il se plante lui-même un couteau, ce qui augmente encore ses statistiques. Il charge sur Barl et commence à l'attaquer, sans relâche, et Barel commence à être submergé, mais il est déterminé à ne pas perdre le combat. Et il voit une ouverture, alors que Spur charge vers lui. Il se déplace sur le côté pour esquiver l'attaque de Spur, et parvient à porter un coup décisif. Spur tombe à genoux, mais il se relève, et Barl se demande comment il peut encore bouger, alors qu'il devrait être mortellement blessé. Spur mentionne qu'il est prêt à sacrifier sa vie pour ce en quoi il croit, mais il s'effondre lorsque son corps atteint sa limite. Après cela, Barl voit que Karuni et Facile ont réussi à arrêter. Revas, qui ne peut pas croire que Spur ait été vaincu, Barl mentionne qu'il ne leur pardonnera pas ce qu'ils ont fait. Mais Revas note que son pays est condamné à moins que l'Église ne gagne en puissance, disant que leur mission était d'utiliser des miracles pour sauver le monde. Le lendemain, Lucy dit à Barl qu'elle le récompensera pour avoir accompli la mission, et elle lui montre une maison qu'elle lui dit qu'il peut avoir. En regardant à l'intérieur, il voit Mui en train de nettoyer, et Lucy note qu'elle a décidé de s'inscrire à l'école de magie. Elle mentionne qu'elle vivra avec lui et qu'il sera également son tuteur. Mais c'est ainsi que cette vidéo se termine. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci de regarder et à la prochaine fois.